Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand débat du second numéro de l'Agora Mag en toute sécurité. Je rappelle que le premier débat était consacré à la sécurité événementielle à la veille du Tour de France et de l'Euro 2016. Aujourd'hui, c'est un tout autre sujet qui nous réunit puisque nous allons évoquer les problématiques de la sécurité dans l'univers très discret des établissements de luxe. Et des commerces sensibles aussi, d'ailleurs, style les bijouteries. Alors, pour débattre de ce thème, nous avons trois spécialistes aujourd'hui de cette question. Tout d'abord, Patrick de la Guéronnière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des clubs Agora, des directeurs sécurité pour la France depuis mars 2016. Exact. Et Agora de l'Île-de-France depuis 2014. C'est ça. Voilà. Alain Cada, vous êtes directeur sécurité du Fouquet's Barrière, qui est donc à la fois un hôtel, un palace et aussi un restaurant de très haut niveau où des hautes personnalités se réunissent très souvent, venues du monde du sport, du monde politique, du showbiz, etc. À ma droite, Gérard Thiebaud. Vous êtes depuis 2013 responsable sûreté des bijouteries Mati, qui compte 35 points de vente en centre-ville et en centres commerciaux. Voilà, alors je me tourne vers vous, Patrick, pour que vous nous parliez un petit peu de l'importance du monde du luxe chez Agora, des directeurs sécurité. Est-ce que c'est un pôle important ? C'est un pôle important, mais pas plus qu'un autre. C'est une des forces de notre club. C'est que les différents secteurs d'activité sont à peu près tous représentés. Le monde du luxe, ça représente à peu près 10% de nos membres. Ça fait un peu moins de 15, puisqu'on a 151 membres sur le club parisien. Voilà. Très bien, à côté de la banque, de la grande distribution. On a la banque, on a la grande distribution, on a l'industrie, bien sûr, on a les télécommunications. Du loisir. Tout ce qui est l'univers du loisir. Et au sein de ce pôle luxe, on a aussi effectivement les trois grosses familles qui sont l'hôtellerie de luxe, Alain est là, le monde de la bijouterie, et puis tout ce qui est aussi retail luxe, qui est aussi une part importante chez nous. Oui. Alors justement, est-ce que cet univers du luxe a des spécificités en matière de sécurité par rapport justement à une banque ou à une enseigne de distribution ? Alors je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Les hommes de sécurité sont d'une manière assez générale très discrets. C'est encore plus vrai dans cet univers où on est bien souvent adepte de ce vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vrai que c'est un univers qui est très discret, très feutré, très particulier aussi. Je pense qu'ils en parleront. Voilà, c'est très à part. Alors Alain Cada, vous avez la parole. Justement, dans le monde de l'hôtellerie de luxe, est-ce qu'il faut concilier discrétion et au contraire sécurité très visible, ou alors on s'en tient juste à la discrétion et derrière il y a tout ce qu'il faut pour protéger les personnes et les biens ? Je pense qu'on peut mêler les deux. On peut mêler les deux parce qu'effectivement, faut être discret, hein. Faut qu'il y ait une certaine visibilité aussi, puisque on est confronté à une délinquance extérieure quelquefois qui est opportuniste et qui, voyant qu'il n'y a pas de sécurité, peut éventuellement opérer. Donc, je vous dis, c'est de pallier, d'essayer d'équilibrer les deux, la discrétion et la présence. Il faut qu'il y ait une présence quand même de sécurité visible, puisque, je vous dis, le premier facteur pour moi en matière de sécurité, c'est la dissuasion. Déjà, arriver à dissuader les personnes de venir vous voir. Donc après, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, la sécurité humaine, la technique, vidéo ou autre, voilà, qui se rajoutent à cela. Mais effectivement, nous sommes d'un secteur, comme le disait Patrick, de luxe, où nous côtoyons une clientèle très aisée. Et puis en général, les bandits vont venir chercher l'argent où il y en a. Donc on est confronté régulièrement, on n'a pas de... La situation géographique où nous sommes, nous n'avons pas de délinquance locale, mais nous avons une très forte délinquance de passage. Alors Gérard Thiebaud, les bijouteries Mati ont une approche tout à fait particulière de la sécurité, puisqu'à la différence d'autres bijouteries, vous laissez vos portes ouvertes. Donc n'importe qui peut rentrer.
Tout à fait. Oui, oui. Alors, déjà, c'est un aspect aussi commercial. Hein, c'est pour faciliter aussi l'accès aux clients. Mais au niveau sécurité, la priorité d'un bandit, c'est le fait d'être caché, la rapidité de l'exécution et le gain. Si on arrive à pallier à ces trois, à anticiper, le fait d'être ouvert, on est exposé sur l'extérieur, donc pas caché. Ça réduit aussi le fait du passage à l'acte pour le malveillant, quoi. Alors, vous m'avez expliqué que, par exemple, vos boutiques étaient très éclairées pour qu'on puisse voir ce qui se passe de l'extérieur. Effectivement, on a travaillé sur le concept, puisqu'on s'est aperçu que les bijouteries qui avaient tendance à être braquées régulièrement, parce que malheureusement c'est le cas, hein, il y a une faiblesse humaine et aussi une faiblesse aussi au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que du moment où on met des PV, des panneaux publicitaires, on rend la bijouterie opaque de l'extérieur, le cambrioleur, lui, il est d'autant plus rassuré parce qu'il se dit « je ne suis pas vu ». Et c'est là que ça favorise le passage à l'acte. Donc on a travaillé justement pour une exposition de l'extérieur. Alors, autre caractéristique, me semble-t-il, assez originale, vous n'avez pas de coffre-fort. Vous laissez tous les bijoux dans les vitrines. Voilà, tous nos bijoux de valeur sont dans des vitrines sécurisées. Chaque petite vitrine est un coffre-fort. Si l'agresseur vient, en général avec une massette, pour briser, il y a une paroi métallique qui se lève, le coffre est fermé et ça a un impact pendant 15 minutes. Donc 15 minutes, c'est long. Pour un plan d'action, pour agir, c'est très long. Donc c'est vrai qu'on ne va pas mettre de la fantaisie, mais les bijoux de valeur, eux, sont dans des petits coffres. Alors, Alain Cada, il y a eu plusieurs braquages dans des hôtels de luxe. Tout le monde se souvient du braquage dont aurait été victime Kim Kardashian ces derniers jours. Je dis bien aurait parce que selon certaines rumeurs, elle aurait avoué avoir tout inventé. Bon. Et puis, on se souvient peut-être un peu moins du braquage d'une princesse saoudienne à l'hôtel Shangri-La en 2012. Alors, est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ça? Est-ce qu'il faut prendre des précautions tout à fait particulières pour éviter ce genre de braquage? Alors, notre clientèle, c'est vrai qui vient dans nos hôtels est demandeuse de sécurité. Hein. Ça, absolument, ils veulent être rassurés, c'est ce que nous faisons. Hein. Oui, on peut éviter cela. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui a été mis en place dans l'hôtellerie ou dans nos hôtels, mais à partir du moment où le voleur il a acheté son dévolu, quelle que soit la manière qu'il souhaite opérer, on essaie de mettre une barrière. Voilà. Donc ça peut être par le contrôle d'accès, par des portes qui soient accessibles qu'avec des badges. Vous avez des coffres forts, par exemple. Voilà, nous avons des coffres, des chambres fortes qui sont sous alarme, sous vidéosurveillance, où le personnel ne peut en aucune manière intervenir. Seuls les convoyeurs de fonds peuvent avoir accès. C'est ce qu'on appelle des coffres tirelire. Et le coffre tirelire, une fois que l'argent est déposé dans ce coffre tirelire, il est verrouillé. Les convoyeurs de fonds sont les seuls détenteurs des clés. Et le double, j'en ai même pas un à l'hôtel. Je serai dans l'incapacité de vous ouvrir, j'ai même pas besoin de temporisation, je serai en capacité de vous ouvrir les coffres. C'est au même titre que les chambres fortes des clients. Elles sont dans nous avons des coffres forts pour les clients dans une chambre forte qui est sous alarme. Elle est externalisée en plus alarme, c'est sous vidéo. L'entrée de la porte, pas à l'intérieur bien entendu, puisqu'il y a la confidentialité. Mais bon, tout cela, nous pouvons intervenir sur place et les sociétés extérieures peuvent aussi intervenir, sachant qu'il y a une présence H24 dans l'hôtel en matière de sécurité. Alors, on remarque quand même qu'il y a eu relativement peu de braquages dans les grands hôtels, quelquefois sur la Côte d'Azur d'ailleurs, mais on parle aussi quand même beaucoup de braquages de bijouterie. Ça arrive un peu plus souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ou au contraire diminue? Par bonheur, ça diminue. Ça diminue. Certes, c'est toujours spectaculaire parce qu'il y a du bruit. C'est ce qu'on appelle une mission coup de feu. Hein. Les gens arrivent en groupe, on casse des vitrines, il peut y avoir des tirs d'armes pour faire peur. Donc voilà. Mais le butin est important, généralement. Le butin est important, la somme, ça monte très vite. Voilà, c'est ce qui fait. Voilà. Mais sinon, non. Justement, par rapport à ça, on a travaillé dessus, on met des choses en place, des moyens humains, techniques, qui font que maintenant, pour justement les voleurs, ça devient de plus en plus difficile de s'en prendre aux bijouteries.
C'est pour ça justement qu'il y a une baisse aussi de cette fréquentation. Oui, des précautions ont été prises. C'est comme dans les banques d'ailleurs. Les braquages de banques ont beaucoup diminué. On a beaucoup La travaillé délinquance se déplace. Patrick, quelle est l'importance de la vidéo dans tous ces établissements de luxe, ces bijouteries, ce commerce de luxe? Est-ce qu'il y en a plus que dans d'autres segments de marché? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste revenir sur un point. Il y a une activité qu'on n'a pas beaucoup évoquée dans l'univers du luxe, c'est la partie événementielle, qui est une part importante. Parce qu'effectivement, il y a la partie production, vente et tout ça, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est tout ce qui est Fashion Week, et on a vu lors du festival de Cannes aussi, les expos privées un peu hautes. Et ça, c'est vrai que c'est une particularité qui est très dédiée à l'univers luxe et qui demande des moyens très particuliers, pas toujours faciles à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que parfois on entend effectivement un braquage sur un grand hôtel à Cannes lors du festival. Et ça, c'est, je pense, dans votre vie aussi une part importante. Pour revenir à votre question, oui, c'est vrai que l'univers du luxe a des rentabilités qui sont beaucoup plus fortes, donc effectivement une capacité d'engager des moyens, des investissements beaucoup plus lourds qu'un retailer standard. Et qu'effectivement les moyens techniques sont peut-être moins nombreux mais beaucoup plus fins. Par exemple, de la reconnaissance faciale, on la va détection de biais suspects. On va être sur ce type de techno. On va être aussi peut-être sur tout ce qui est contrôle d'accès avec empreinte. Aussi, plutôt sur des contrôles d'accès biométriques qu'on ne va pas forcément retrouver dans beaucoup d'autres mondes. Peut-être le bancaire aussi. Mais c'est vrai que le luxe, ils ont une capacité à aller vers des choses beaucoup plus pointues. Oui. Alain Cada, dans l'hôtellerie de luxe, il y a aussi une hiérarchisation des possibilités de rentrer dans certaines zones. Par exemple, pour le personnel, pour les femmes de ménage n'ont sûrement pas les mêmes droits que les maîtres d'hôtel ou que les personnels de sécurité, par définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'organise? C'est par contrôle d'accès biométrique, par exemple? Oui, non. Comme l'expliquait Patrick, oui, c'est une des barrières aux malfaiteurs, ce contrôle d'accès. Effectivement, des logiciels maintenant sont très performants, qui ont été mis en place, et où nous affectons, des profils sont créés en fonction du lieu de travail du collaborateur, et bien entendu, les accès sont restreints. Et nous donnons les accès en fonction du travail, du poste qu'il occupe. Ce qui évite à ce que les gens puissent se promener partout, et en verrouillant tout par contrôle d'accès, ça vous évite beaucoup de choses. Vous voyez, il y a un truc tout simple, ne serait-ce que de verrouiller les ascenseurs avec un contrôle d'accès. Personne ne peut accéder aux étages. Maintenant, vous aurez toujours le malfaiteur un peu plus astucieux qui arrivera à y pénétrer, mais déjà, ça freine énormément. Ce contrôle d'accès, c'est un barrage. Je vais vous dire, comme le disait tout à l'heure, il faut qu'en fin de compte, pour qu'un fait soit commis, le facteur temps est très important. Il faut combattre ce facteur temps. C'est-à-dire que le voleur, lorsqu'il est entré, il n'a qu'une hâte, c'est de repartir. Donc on axe tout sur ce facteur temps. Plus on va retarder, vous savez, c'est comme si demain vous aviez, nos grands-mères avaient un coffre-fort dans lesquels elles mettaient tous leurs bijoux. Si la clé du coffre-fort, elles la mettaient dans une autre petite caisse qui était fermée avec une clé, avec une autre clé encore, qui pouvait se retrouver ailleurs, elles auraient joué sur le facteur temps. Et avant que le malfaiteur puisse arriver à l'endroit principal, peut-être il allait être découragé. C'est ce que l'on essaie de faire. Au même titre que la vidéo. La vidéo, c'est très important. Moi, je vais vous dire une chose. La priorité pour moi de la vidéo, c'est le côté dissuasif. Les gens n'aiment pas trop être filmés. C'est une traçabilité, c'est une trace qu'ils vont laisser, malgré tout un tas de subterfuges qu'ils peuvent utiliser, casquettes, cagoules ou autres. Il y a quand même une trace, il y a tout. La démarche, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et puis aussi, ce qui est énorme, c'est que ça vous laisse, comment dirais-je, un historique. Vous n'êtes pas dans des zones d'ombre. Vous savez ce qui s'est passé à tel endroit, à tel moment. Et ça, c'est hyper important de couvrir le secteur.
Je pense que les pouvoirs publics l'ont bien compris puisqu'ils essaient d'équiper la ville de vidéos au maximum. Nous aimerions bien être en collaboration avec eux parce qu'ils sont très très utilisateurs de nos images. Et puis on va en parler, oui. Qu'on nous facilite un peu tous ces accès puisque les normes pour les caméras intérieures c'est assez souple, mais pour le champ visuel extérieur, il y a encore des normes qui sont un peu trop drastiques pour moi. Et alors Gérard Thiebaud, vous utilisez massivement de la vidéosurveillance dans vos magasins? Dans le magasin, notre site de logistique, et aussi on a un site de fabrication, donc vraiment là pour nous la vidéo est importante. Déjà, ça dissuade quand même la petite délinquance locale, déjà, et ensuite c'est surtout pour, en cas de braquage, de cambriolage ou de vol par ruse, faire une analyse. Et là, en collaboration avec les forces de l'ordre qui demandent des réquisitions, on arrive à l'utiliser favorablement. Oui. Alors, je voudrais qu'on parle en complément de la technologie des prestations de surveillance humaine et des hommes. Donc, est-ce qu'il y a une nécessité, selon vous, d'avoir recours à des sociétés de gardiennage ou à des agents de sécurité, de protection rapprochée qui ont un savoir-faire spécifique, par exemple dans l'hôtellerie, Alain Cadar? Oui, dans l'hôtellerie, oui, effectivement, on a un profil... qu'on essaie de préétablir, on n'a pas obligatoirement le résultat, mais après c'est à nous de les former à certains critères qui sont les exigences de notre clientèle. Mais vous voyez ce que je vous dis, enfin, après de faire un choix dans telle ou telle société, c'est un problème, on gère de l'humain. On gère de l'humain. L'humain, il est malléable, il a aussi ses faiblesses et ses forces, mais bon, c'est à nous de les former, de la manière dont nos directeurs voudraient qu'ils soient formés, ce qui est en attente de la clientèle, avec tous les critères auxquels nous sommes soumis nous aussi, des critères leading, de savoir-être, de savoir-faire. Donc, on fait des formations pour cela, pour essayer de les mettre, et puis après, je pense que toutes les entreprises ont à peu près leur manière de fonctionnement qui leur sont propres. Patrick, vous avez une vue assez globale des différents segments de la sécurité en tant que président d'Agora des directeurs sécurité. Alors, est-ce que vous pensez qu'on arrive vers cette évolution-là d'agents de sécurité spécialisés dans un domaine particulier? Alors, moi, le constat que je fais, en échangeant avec les différents directeurs sécurité sur l'univers du luxe, c'est que quand on parle de la surveillance humaine, on est effectivement sur des profils qui sont un peu différents, puisque déjà, la plupart des agents de sécurité sont obligés de parler 2-3 langues, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et qu'avec ces critères-là, qui sont tout à fait normaux, déjà, on s'adresse plus forcément à toutes les sociétés de sécurité humaine en France. Généralement, ce sont des moyennes entreprises, c'est rarement des grosses. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plus souvent des moyennes entreprises qui ont vraiment une spécificité, une espèce de marché de niche, et qui ont un vrai savoir-faire, et qui ont des critères de recrutement extrêmement forts, avec bien sûr des prix de vente qui vont effectivement avec. De payer un agent de sécurité qui parle 3 langues 30 € de l'heure, moi j'ai pas de problématique à ça, c'est normal. Donc voilà, on est plus effectivement vers des partenaires qui sont vraiment presque hyper spécialisés sur ce type de choses. C'est vrai pour la surveillance humaine, c'est vrai aussi pour tout ce qui est transport de valeur, ou par exemple pour le transport de bijoux, on va s'adresser plutôt à des petites entreprises hyper spécialisées dans ce type de transport. Alain Cadar, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir de bonnes relations avec les forces de l'ordre. On parle effectivement des quelques cas de braquage qui ont eu lieu, mais dans l'hôtellerie de luxe, il y a par définition des dirigeants importants, des hommes politiques, des stars, etc. Alors, comment ça s'organise, les relations entre un directeur sécurité et les forces de l'ordre locales ou nationales?
Oui, là, nous, effectivement, notre rôle est de faire l'interface avec nos directions et les forces de l'ordre. Alors, en hôtellerie de luxe sur Paris, sur la capitale, de nombreux anciens policiers ont les mêmes fonctions que les miennes. Ça facilite beaucoup de choses. On a combattu le banditisme pendant pas mal d'années. Et nous avons nos carnets d'adresses où nous avons des contacts assez privilégiés avec nos collègues. Alain Cada, vous étiez aussi président de l'Association des directeurs sécurité d'hôtels. Donc je suppose que vous échangez vos expériences avec vos confrères. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous l'avez bien dit. Il y a un échange, bon, que ce soit des anciens confrères ou pas, l'échange se fait de toutes les manières. Nous correspondons énormément. Nous nous donnons toutes les informations et puis si un fait se passe sur un de nos établissements, l'ensemble des autres établissements de l'hôtellerie de luxe est averti sur Paris. Donc ça nous a permis de travailler en collaboration avec les forces de police, de malfaiteurs ayant opéré dans un de nos établissements où le modus operandi avait été communiqué aux homologues, qu'ils soient interpellés dans un autre hôtel, avec les signalements et tout. Voilà. Si vous préférez, nous avons une association qui a une dizaine d'années d'existence. Et puis, je vous dis, nous avons un échange d'informations constant sur tout ce qui se passe. Ça peut être aussi législatif, hein, sur des nouvelles lois, sur des nouveaux décrets. Mais disons, ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est la sûreté et sécurité de nos clients. J'ai oublié de vous expliquer, c'est que dans les hôtels, nous avons aussi la double casquette en matière de sécurité incendie, qui est aussi pas à négliger sur les établissements. C'est quand même quelque chose de très important. Mais voilà, donc cet échange se fait tout à fait normalement. Et je vous dis, avec les forces de police, nous sommes en parfaite collaboration. Alors Gérard Thiébaut, dans les bijouteries, il est essentiel d'avoir des bonnes relations étroites et rapides avec les forces de l'ordre, parce qu'en cas de braquage, il faut qu'ils interviennent rapidement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils sont très réactifs, vraiment. Ils sont toujours à l'écoute de renseignements, toujours, dès qu'on a des petits doutes sur... D'ailleurs, mon personnel est formé dans ce sens, le personnel de vente. Quand il y a un doute sur le comportement, on appelle de suite la police. Et franchement, la police arrive, elle est très réactive, très sensible à ces renseignements. Je voudrais qu'on évoque un autre sujet qui est malheureusement d'actualité, c'est les attentats terroristes. Alors, est-ce que dans vos établissements, dans les établissements de luxe, il y a des précautions particulières à prendre? Est-ce que, par exemple, dans l'hôtellerie, on a engagé des profileurs, par exemple, depuis les attentats de 2015? Est-ce qu'il y a des nouvelles procédures qui ont été mises en place? Tout à fait, tout à fait. Des procédures et des formations sont effectuées auprès de tous les collaborateurs. Et puis en matière de terrorisme, moi, comme l'a diffusé en fin de compte très bien le gouvernement, il n'y a pas 50 moyens, c'est se dissimuler ou s'enfuir. C'est ce que l'on apprend à tous les collaborateurs. Mais effectivement, en journée d'intégration, j'ai intégré un module comment réagir face au terrorisme et comment se protéger. Voilà. C'est la moindre des choses qu'on doit à nos collaborateurs. Après, la clientèle, on ne peut pas les former là-dessus, mais bon, nous, on a le personnel formé peut ensuite actionner vis-à-vis de la clientèle. Patrick, un mot là-dessus? Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de formations comme ça qui éclosent en matière de prévention des attentats? Oui, je pense que c'est l'une des conséquences des attentats de novembre. C'est que les gens, et notamment donc, nos collaborateurs, ont compris que ça pouvait arriver à tout le monde. Et c'était aussi le cas sur l'attentat de Nice. Ça a concerné tout le monde. Et donc, et ça c'est un trait qu'on voit à peu près sur tous les adhérents, c'est que l'ensemble des collaborateurs ont compris que ça pouvait être eux. Et donc, il y a une vraie demande. Et les formations que l'on fait maintenant en interne sont vraiment très attendues. Et tous les feedbacks que j'ai là-dessus, effectivement, me confirment qu'il y a une vraie attente dans toutes les entreprises.
que ça soit dans le luxe ou pas. C'est une attente qui concerne vraiment tout le monde. Gérard Thiebaud, vous aurez le mot de la fin. Est-ce qu'il y a justement des formations et des aides psychologiques après un braquage, ou peut-être on ne parle pas de risque d'attentat, mais de braquage? Est-ce qu'il y a des modules de formation pour le personnel qui a été victime de braquage? Alors, pour le personnel qui a été victime, c'est une chose, mais comme je dis, il faut déjà préparer le personnel avant pour anticiper comment réagir à l'instant T, comment réagir juste après. Ensuite viendra la cellule psychologique. Mais je pense vraiment l'importance de la formation pour anticiper, préparer les gens psychologiquement, parce qu'on est sur du long terme. Que ce soit un braquage, un attentat, c'est présent, c'est là, ça peut toujours arriver. Donc voilà, à l'issue de ça, c'est vrai que moi, j'ai mis en place une cellule psychologique pour prendre en charge ces personnes-là. Très bien, mais écoutez, merci à vous trois pour vos réponses pertinentes et je vous donne rendez-vous très bientôt, fin novembre, début décembre, pour un 3e débat de l'Agora Mag en toute sécurité. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.